Le Tassili. En février 1973, puisque je n'ai pas repris de poste dans l'enseignement secondaire, nous pouvons enfin faire des projets de voyage lorsque Rémi a des vacances universitaires. Nous nous inscrivons pour une randonnée sur le plateau du Tassili, une boucle au départ de l'oasis de Djanet, à environ 2000 km au sud d'Alger. La seule chose qui nous inquiète un peu, c'est le vol intérieur Alger-Djanet et retour. L'ami de Claudette et François, qui a stocké une partie de nos malles à notre arrivée en septembre, est un coopérant qui a prolongé son séjour à Alger sur la demande du gouvernement algérien, car il est pilote et formateur de pilotes, et ce genre de compétences fait cruellement défaut à Alger depuis que les Pieds Noirs sont rentrés massivement en France en 1963. Il nous a décrit dans quel état de formation lamentable il a trouvé certains pilotes, en particulier sur les lignes intérieures, leur perplexité parfois devant la multitude de boutons animant le tableau de bord, dans quelles conditions souvent indignes certains diplômes leur ont été accordés, et en dehors de Air Algérie, qu'il considère comme raisonnablement fiable, il nous a tout à fait convaincus que prendre la voie des airs pour nous déplacer à l'intérieur du pays comporte sa part de risque. Après hésitation, nous décidons que la bonne partie de la statistique sera de notre côté, mais c'est quand même avec une certaine méfiance que nous nous rendons à Alger, à l'aéroport de Dar El Baïda, ex-Maison Blanche. Notre vol est un vol de nuit et nous devons arriver au petit matin à Djanet, après avoir pris d'autres passagers à Gardaïa, puis avoir fait une escale technique à In Amras, en plein désert, pour recharger l'avion en kérosène. Vu la modeste distance à parcourir, autant dire que nous allons passer l'essentiel de notre temps à décoller et à atterrir. Nous voilà donc installés dans l'avion. Il y fait un froid de canard. Le décollage n'est pas confortable et il s'avère rapidement que l'avion n'est pas chauffé. En dépit de la couverture généreusement octroyée, nous grelottons et, pire, nous avons mal aux oreilles. Le bruit se répand rapidement, comme quoi l'avion n'est pas pressurisé. Vrai ou faux? En tout cas, on s'y sent très mal. À Gardaïa, le pilote descend très brutalement et freine à mort, comme s'il allait manquer de longueur de piste pour atterrir. Au redécollage, tout le monde a la nausée. Il a dû avoir son brevet de pilote dans une pochette surprise, ce n'est pas possible. Ses mouvements sont saccadés et beaucoup trop brutaux. Lorsque nous nous retrouvons au sol, à In Amras, après un nouvel atterrissage éprouvant, nous sommes tous aux trois quarts groggy, et là, on nous demande d'évacuer l'avion, par mesure de sécurité obligatoire, le temps de faire le plein. Nous descendons donc, et nous retrouvons tous en plein désert, sous une sorte de hangar ouvert à tous les vents, à claquer des dents, car les nuits de février, la température approche de 0. Rien pour se mettre à l'abri, nous sommes plantés là, et ça dure, de façon incompréhensible. Il y a longtemps que le kérosène est dans le réservoir, plus personne ne s'agite autour de l'avion, et ça dure toujours. Grâce aux bouches à oreilles, nous finissons par découvrir le poteau rose. L'aérodrome de Djanet n'étant pas encore matérialisé, comprenez qu'on atterrit dans une sorte de clairière entre les rochers et qu'aucune lumière n'éclaire ni ne balise la piste, le pilote ne peut pas poser l'avion tant qu'il ne fait pas jour. Il faut donc attendre que le soleil se lève pour que nous puissions repartir. Et en février, il ne se lève pas tôt. Croyez-vous que l'horaire de départ à Alger aurait été adapté? Non, bien sûr. C'est le même toute l'année. Nous restons donc plus de 2 heures debout, à demi frigorifiés, avant de repartir.
La descente sur Janet est grandiose, dans un paysage à couper le souffle, et ceci d'autant plus, justement, qu'en dehors de la petite cabane d'embarquement, et peut-être une petite tour de contrôle, je ne sais plus, il n'y a aucune infrastructure pour le défigurer. C'est magnifiquement sauvage, et on en oublierait presque que le pilote nous secoue. C'est quand même avec soulagement que nous quittons l'avion. J'ai oublié de préciser que notre groupe se composait de 13 personnes. N'en déplaise aux superstitieux et au risque de casser le suspense, je peux vous dévoiler que nous sommes tous sortis vivants de l'ensemble de cette expédition. Nous l'ignorons alors, mais nous avons été parmi les derniers à atterrir sur cette piste non balisée. Les travaux étaient déjà prévus. Le tourisme dans le Tassili commençait à se développer, et 2 mois plus tard, lorsque Claudette et François ont à leur tour fait le voyage, les conditions étaient déjà moins spartiates. Ils ont bénéficié, par exemple, d'eau en bouteille, alors que nous n'avions que des pastilles désinfectantes à disposition, et les tapis de gymnastique sur lesquels ils devaient dormir étaient nettement plus rembourrés. Nous nous sommes trouvés juste avant l'amélioration. À l'aérodrome, nous nous répartissons dans les jeeps qui nous emmènent en nous secouant à notre hôtel. Il est constitué d'un ensemble de huttes en bambou, assez bien aménagées, aux abords de l'oasis, elle-même constituée de plusieurs petits villages en bordure de la Palmeraie. Il est encore tôt et il fait un froid très sec. Ici, il ne pleut en moyenne qu'une fois tous les 3 ans. Et comme il y a eu une grosse pluie l'année passée, le parapluie ne risque pas d'être d'actualité. La salle à manger est en plein air. Épuisés par notre nuit difficile, nous nous laissons lourdement tomber sur les chaises métalliques disposées autour de nos tables de petit déjeuner, et nous nous retrouvons, dans la seconde qui suit, de nouveau projetés debout avant même de comprendre ce qui nous arrive. Notre corps n'a pas supporté le contact glacé des chaises qui ont passé la nuit dehors, et un ressort invisible a redressé nos corps, pourtant lourds et fatigués. Voilà qui nous redonne un peu de vigueur. Personnellement, j'arrive à Janet doublement en mauvais état, car je traîne, depuis plusieurs mois, une angine mal soignée, faute de médicaments adéquats, et qui s'est transformée en une toux chronique particulièrement tenace. Le lendemain, après une bonne nuit passée dans notre zériba, c'est la montée sur le plateau. Je tousse, je peine, je souffle, j'étouffe à moitié tant je tousse. Le guide veut me faire redescendre. Rémi, inquiet, me dit que ce serait plus raisonnable. Mais je n'ai pas fait tout ce chemin pour ça. Alors je refuse et je tiens bon. Le premier soir, nous montons jusqu'à Tamrit. De toutes nos haltes prévues, c'est le seul endroit où un camp de toile, remarquablement aménagé, est dressé près d'un cyprès millénaire, seul arbre de la région et presque seule végétation en dehors de quelques acacias chétifs. C'est un endroit extrêmement vanté et personne ne pourrait y tenir la nuit sans être sous la tente. Nous-mêmes y montons par un chemin assez escarpé, en alternant des moments de marche et d'autres de petite escalade, dans un décor grandiose de gorges et de rochers très découpés par l'érosion. Nous nous demandons comment l'action conjuguée du vent, de la chaleur et du froid a pu en arriver à ce résultat surprenant. Nos âniers y accèdent en effectuant un parcours plus long, mais moins accidenté. Les ânes transportent nos bagages, quelques vêtements de rechange et les tapis de gymnastique qui seront nos matelas pour dormir, la vaisselle et la nourriture pour le groupe, les comprimés pour désinfecter l'eau. Nous ne marchons qu'avec un petit sac à dos. Notre cuisinier, Tahar Ben Moulé, nous concocte un excellent repas, et après tant d'efforts, il est le bienvenu. Nota bene, Tahar Ben Moulé veut dire Tahar, fils de Moulé, car, en 1973, il n'y a pas encore d'état civil établi à Janet,
et les gens n'y ont encore ni nom de famille, ni date de naissance enregistrée, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Le lendemain matin, on nous explique que nous disposerons de peu d'eau pour la toilette. On nous en donne un peu après le petit déjeuner pour nous laver les dents. Nous la recrachons aussitôt. Elle fait 1 degré. Tant pis, nous resterons sales. Pour moi, un vrai miracle s'est produit. Je me suis caillé toute la nuit, mais ce matin je ne tousse plus du tout. Le problème qui me pourrissait la vie depuis des mois se trouve résolu en une nuit grâce à la sécheresse de l'air. Ça s'appelle un remède radical. Le lundi matin, nous quittons Tamrit. Nous, ça fait du monde. Ce sont les 13 participants du groupe, mais aussi nos 2 guides, celui qui se repère sur le plateau désertique grâce à la position du soleil, aux crottes des animaux et d'autres indices significatifs pour lui seul, un gars du coin, plutôt sympathique mais pas trop malin, et l'autre, notre guide dit culturel, sympa mais parfois un peu trop timide pour parler assez fort, qui lui nous commande de façon fort intéressante les peintures rupestres et nous explique le passé de la région. Et puis ce sont nos 10 âniers et nos 20 ânes. Tout le monde rassemblé, c'est une vraie troupe qui s'ébranle chaque matin. Au départ de Tamrit, le but est d'atteindre la ville de Rocher, de Séphar, à midi, et nous partons pour nos 18 kilomètres dans la matinée. La marche s'effectue maintenant sur le plateau dans un paysage parfaitement lunaire, sur une sorte de lave noire où il ne pousse rien. Plus les heures passent, plus le soleil est de plomb. Plusieurs d'entre nous ont des coups de soleil, et certains n'épellent. Nous sommes en manches courtes, ce qui contraste avec la nuit. À Séphar, le vent et le sable ont creusé comme des rues entre les rochers, et on croirait se promener dans une ville vide. C'est beau et impressionnant, d'autant plus que les rochers abritent différents styles de peintures rupestres, donc des peintures de différentes époques. Nous y choisissons une avancée rocheuse pour passer la nuit. Gratifié d'une couverture de plus par personne et mis au courant d'une technique d'installation du lit efficace, nous n'avons pas froid cette fois-ci. Rémi dort avec un t-shirt, plus un pull, plus un autre énorme pull, plus une veste de pyjama, plus un anorak, plus des chaussettes, plus un pantalon de pyjama, plus un pantalon de jour, plus une capuche, plus une paire de gants. Ensuite, il s'enroule dans une couverture et se fourre avec elle dans son duvet. 2 couvertures encore sur le duvet et le tour est joué. Bien sûr, il n'est pas question de se lever faire pipi la nuit. Nous dormons aussi à Tin Tazarif, puis à Tin Abouteka, où, à notre réveil, nous trouvons des empreintes de chacal à quelques mètres de nous. Ils n'ont pas dû nous trouver appétissants. En quittant Tin Abouteka, nous longeons longuement la frontière libyenne et montons sur un rocher pour regarder la Libye à une journée de marche de nous, soit une 40aine de kilomètres. Pour rejoindre Tamrit de nouveau, nous longeons le canyon de l'Oued Tamrit, précipice de 300 à 400 mètres. C'est assez impressionnant, surtout pour moi qui ai tendance à avoir le vertige. Puis nous sommes surpris de déboucher sur la vallée des cyprès. Même s'ils sont petits et tordus, et n'ont pas la majesté de celui du camp de Tamrit, cela fait tout drôle de trouver quelques arbres là-bas, quand depuis plusieurs jours on a rencontré en guise de végétation que çà et là un acacia ou une petite touffe d'alpha. Cet endroit abrite aussi la seule peinture rupestre de toute la région, représentant un éléphant, qui plus est sculpté. Ces peintures, dont certaines ont 6000 ans, s'abîment à cause de certains touristes indélicats qui les photographient au flash ou même gribouillent dessus, et à cause des animaux sauvages qui viennent se frotter contre les rochers. Combien de temps seront-elles encore visibles? Si nous mangeons magnifiquement bien pendant notre périple, il faut dire que le cuisinier qui nous accompagne est particulièrement doué.
Nos âniers, eux, se contentent de peu. Pourtant, ils font plus de chemin que nous, chargent et déchargent leurs animaux, prennent soin d'eux, et de plus, chaque jour, lorsqu'ils atteignent le point où nous devons nous poser, ils repartent à plusieurs chercher de l'eau pour la boisson, la cuisine et la vaisselle, ainsi qu'un peu de bois pour faire cuire leurs repas. L'eau est rare sur le plateau. Elle niche dans des trous appelés geltas, parfois fort éloignés de l'endroit où nous faisons le bivouac. Il n'est pas rare que les âniers fassent 2 heures de marche pour la rapporter. Il faut ensuite la désinfecter avant de la consommer. Le repas des âniers se compose invariablement d'une galette trempée dans du thé et d'une datte, dont ils sucent ensuite le noyau toute la journée. La galette se compose de semoule, de farine et d'eau. Ils la cuisent chaque soir. D'abord, ils forment une boule un peu aplatie, puis ils creusent un trou dans le sable, y déposent la boule de pâte et la recouvrent de sable. Au-dessus, à l'aide de quelques morceaux de bois, ils allument un feu et attendent patiemment tout en préparant le thé. Pour le temps de cuisson, ils n'ont pas de montre, mais ils savent spontanément. Quand ils ressentent que le moment est venu, ils éteignent le feu, enlèvent le bois et sortent la boule de pain. Ils la grattent alors avec un couteau sur toute sa surface pour en enlever le sable qui s'y est incrusté. Un soir, ils nous font chacun goûter une bouchée de ce pain tendre à l'intérieur, très croustillant autour et un peu fade. Nous avons du mal à croire ce que nous voyons, à savoir que, soumis à ce régime-là, ce sont des hommes endurants et vigoureux, même s'ils ne sont pas très épais. Abdallah, notre guide géographique, celui qui guide nos pas mais ne connaît rien aux peintures, ne parle pas français et communique avec nous par gestes et onomatopées. Un jour, il fait attendre tout le groupe parce qu'il a appris, comment, qu'une jeune fille, elle vient d'où et va où dans cette immensité désertique, doit passer par là. Il veut être beau au cas où elle l'apercevrait. Il s'assied soudain sur un rocher et sans répondre à nos questions, il entreprend de plier son chèche, très longue mante de tissu qu'il porte enroulée sur la tête et devant la bouche pour se protéger du sable, en minuscules petits plis parfaitement parallèles. Ça lui prend une bonne demi-heure, et la coiffure réalisée tient vraiment du chef-d'œuvre, contrastant étonnamment par la finesse de son pliage avec la rusticité de l'homme. Quelques minutes plus tard, un petit groupe de Touaregs passe effectivement assez loin de nous, et nous n'avons pas l'impression que l'élément féminin du groupe, que l'on devine sous son fatras de tissu violet, ait levé les yeux dans sa direction. Mais il a l'air tout content, alors qui sait, tant de choses nous échappent. À notre retour à Tamrit, nous savons tout sur les peintures rupestres et avons les yeux pleins de représentations d'archers, de gazelles, de girafes, de mouflons, de vaches et de chevaux, de quelques singes aussi, et même de bateaux égyptiens, témoins de l'époque où l'eau habitait encore le désert. Les formes sont toujours élégantes, et en mouvement, les scènes de chasse abondent. Après une nouvelle nuit à Tamrit, une marche de 17 kilomètres nous attend pour rejoindre les Land Rover dans la matinée. C'est assez fatigant, car nous devons faire 3 longues descentes dans des akbas, sortes de torrents à sec. On y marche sur des pierres volcaniques très légères et rondes qui roulent sous les pieds, et on doit constamment regarder par terre pour maintenir son équilibre. Un de nos guides tombe lui-même 2 fois. En arrivant à Djanet, je n'ai qu'une seule idée en tête, un seul désir, prendre une douche. C'est presque l'heure du déjeuner lorsque nous arrivons et chacun se précipite. Rémi et moi avons bien calculé notre coup. Nous faisons partie des heureux élus qui réunissent à atteindre une cabine de douche et nous sommes tout propres pour passer à table. Quel bonheur! La randonnée restera inoubliable et notre corps respire enfin. L'après-midi, certains vont se promener en Land Rover, d'autres, dont Rémi, restent à notre hôtel pour discuter. Quant à moi, je vais avec l'américaine et la Suisse du groupe faire 2 heures de promenade à dos de dromadaire dans les dunes.
Quand on pense que le dos de ces petites bêtes est à 2,80 m du sol et qu'elles déplient leurs pattes en 3 temps, on comprend qu'il faut se cramponner pour ne tomber ni en avant ni en arrière. Pour ma part, j'ai toutes les peines à ne pas plonger en avant au retour lorsque mon dromadaire, sans prévenir, baisse brutalement la tête pour se désaltérer dans une flaque d'eau et pose à cette occasion une patte dans un trou, ce qui le déséquilibre. Enfin, quand il se redresse, je constate que je suis toujours sur son dos. Un convert à 2 hélices nous attend le lendemain à l'aéroport. L'avion est réputé assez inconfortable, mais nous volerons de jour. Plus l'heure du départ approche, plus l'ambiance est tendue. Soyons clairs, tout le groupe a la trouille. Le décollage se fait en douceur. Nous avons un pilote belge qui semble connaître son affaire. Nous commençons à nous détendre lorsqu'une forte odeur de brûlé agresse soudain nos narines. L'hôtesse de l'air n'est pas là. Nous regardons tous, l'odeur s'intensifie. Dans un réflexe de panique, un participant de notre groupe se lève et fonce vers l'avant de l'avion pour prévenir le pilote. Il s'est levé si brutalement qu'il a entraîné le tissu protège-tête de son siège, qui, retenu à son vêtement par le stratch, flotte maintenant derrière lui. L'hôtesse réapparaît alors et nous dit que l'odeur vient d'un problème avec le chauffage, que cela arrive quelquefois et que ce n'est pas grave. Nous sommes alors gagnés par un grand éclat de rire. Le chauffage, une fois refermé, l'odeur se dissipe et nous effectuons une fin de voyage sans problème, heureux de cette semaine qui nous laissera de bons et nombreux souvenirs.